Il y a encore 30 ans, les scientifiques pensaient que certains lieux sur Terre étaient stériles. La vie était tout simplement impossible, comme elle est absente des autres planètes. Qu'est-ce qu'on a, John? Un pH de 3,5 et une température de 72. C'est typique de ces sources d'acide sulfurique. Il fait si chaud ici que la température au sol peut atteindre 93 degrés. Bienvenue dans la vallée de la mort. Pourtant, certaines créatures, appelées extrémophiles, parviennent à se développer dans des milieux extrêmement hostiles pour la plupart des êtres vivants. Dans les milieux chauds, il faut pouvoir supporter la brûlure du soleil ou des températures suffocantes. À quoi s'ajoute parfois la présence d'éléments toxiques comme le soufre ou le mercure. Certains organismes s'y épanouissent pourtant grâce à d'étonnantes adaptations qui intéressent particulièrement les scientifiques. Nous partons sur leurs traces dans les endroits les plus chauds et inhospitaliers de la planète. Difficile d'imaginer qu'il y a 10 500 ans s'étendait ici une vaste savane. Le Sahara est le désert le plus grand et le plus aride du monde. Seuls les Touaregs et quelques courageux aussi aventurés. Régis Belleville est l'un des rares chameliers européens. Fin connaisseur du désert, il sert de guide à Christian Peters, chercheur au CNRS et spécialiste des fourmis. Ils sont à la recherche de la reine du désert, la fourmi argentée. Pour la trouver, ils doivent se rendre dans l'une des zones du Sahara qui reçoit moins de 15 mm d'eau par an. Sur les traversées avec des dromadaires, ce qu'il faut absolument gérer, c'est la déshydratation. C'est-à-dire qu'on fournit sous chaleur un effort assez important de 8 à 9 heures de marche par jour. Et on est sans arrêt en limite puisqu'il y a toujours le risque d'avoir une élévation importante de la température interne du corps. Et ça passe par une gestion très, très drastique de l'hydratation. Dans les milieux chauds, les organismes sont soumis à rude épreuve. Pendant la journée, le dromadaire est capable d'élever sa température à 42 degrés pour transpirer le moins possible. De son côté, la fourmi argentée peut supporter une température interne de 54 degrés. C'est le record absolu pour un animal terrestre. Et tu en trouves souvent des fourmis argentées pendant tes traversées ? Ah oui, oui, c'est régulier dans toutes les grandes zones sableuses. Et je me souviens même une fois, dans une zone, ce qu'on appelle hyperaride dans le Sahara, donc une zone où il n'y a plus du tout de végétation, et ben elle était encore là. Elle survivait encore dans un milieu où il n'y avait plus rien, plus aucun autre insecte. La fourmi argentée est le seul insecte capable d'arpenter le sable brûlant aux heures les plus chaudes de la journée. Christian et Régis veulent percer son secret. Tiens, ben, là il y a un nid. Et oui, ça c'est la bonne, ça c'est la fourmi argentée. Cataglyphis bombicina. Et tu vois, elle est argentée parce que son abdomen est recouvert de poils très denses qui aident à réfléchir les rayons du soleil.
Ces poils très serrés ont une autre utilité. Ils emprisonnent une mince pellicule d'air, créant ainsi une zone isolante qui limite la transpiration et donc la perte d'eau. Mais cela ne suffit pas pour expliquer l'étonnante résistance de cet insecte. Et une autre chose, c'est qu'elles ont de très longues pattes, et donc ça éloigne le corps du sable quand elles marchent sur le sable brûlant. Du coup, leur abdomen se retrouve perché à 4 mm au-dessus du sol. Mine de rien, à cette hauteur, la température a déjà perdu 7 degrés. Leurs pattes se terminent aussi par des crochets, jouant le rôle de véritables crampons sur le sable. Ainsi chaussées, ces fourmis sont capables de parcourir plus d'1 mètre par seconde. Avec cette vitesse, le courant d'air généré sous leur abdomen leur évite de griller sur place. Moins bien équipés contre la chaleur, ces prédateurs directs comme les lézards ne peuvent supporter une température au sol supérieure à 70 degrés. La voie est donc libre pour aller ramasser les cadavres des insectes grillés par le soleil et s'offrir ainsi un bon barbecue. Mais comment arrivent-elles à se repérer dans un paysage d'une aire aussi uniforme et à retrouver ensuite la minuscule entrée de leur nid? Et donc cette ouvrière, elle ramène ce cadavre vers son nid. Beaucoup d'autres fourmis emploient des pistes chimiques pour s'orienter relative à leur nid, mais ici, dans cet environnement, les pistes chimiques, ça ne marche pas, parce que le sable est en mouvement, et puis ce n'est pas un bon support pour des molécules. Donc cette fourmi doit pouvoir se repérer visuellement. Alors comment elle fait? On aurait pu croire elle employait des touffes d'herbe comme repère visuel, mais maintenant il n'y a plus rien. Il n'y a plus de touffes d'herbe. Donc il y a des chercheurs qui ont montré qu'elle était capable de lire l'angle du soleil et de se repérer relatif à cet angle. Certaines facettes de leurs yeux leur permettent de percevoir dans le ciel des lignes de lumière invisibles pour l'œil humain. Elles déterminent ensuite leur position par rapport à l'angle que leur corps forme avec ces lignes. Donc cette petite ouvrière a ramené sa patte de sauterelle depuis l'autre côté de la dune. Donc sans piste chimique, elle est parvenue à retrouver le petit trou de l'entrée de son nid, avec uniquement une orientation visuelle. Pas mal, hein? Naviguer à vue dans le désert nécessite aussi une organisation bien particulière pour l'ensemble de la colonie. Ces fourmis transportent de jeunes ouvrières. Et les porteuses courent toutes dans la même direction. À quoi rime donc cet étrange manège? Donc j'ai suivi plusieurs ouvrières qui nous conduisent toutes à ce nid. Donc il est séparé de 21 mètres du premier, et donc ces deux nids appartiennent à la même colonie avec une seule reine. Et chez cette espèce, comme il n'y a pas de piste chimique sur le sable, il est nécessaire que les vieilles ouvrières transportent les jeunes jusqu'à ce nouveau nid pour qu'elles puissent y travailler. Ce surprenant transport sert de repérage visuel aux jeunes ouvrières pour savoir retrouver les différents nids et participer ensuite pleinement à la vie de la colonie entière.
quand on se balade dans le désert ici, on ne voit qu'une toute petite proportion de la colonie. Et la plupart de la colonie est enfouie sous la terre, à l'abri de la chaleur. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils ne voient qu'une infime proportion de la société des fourmis argentées. Après avoir apprivoisé le soleil, la fourmi argentée a su tirer parti du sable pour sa survie. En s'enfouissant, elle retrouve une température supportable de 25 degrés. Christian veut comprendre comment ces fourmis parviennent à façonner leur nid dans un matériau aussi instable que le sable. Il semblerait, Christian, que le nid soit sous cette touffe d'herbe à chameau. Tu sais, l'herbe à chameau, c'est l'herbe classique, c'est ce qu'on appelle le sbot. Dans une période d'extrême sécheresse où il n'y aurait aucune pluie, ces racines garderaient la structure. Et puis par rapport ne serait-ce qu'au vent de sable. Même si les racines de ces herbes fournissent la charpente du nid, il faut à la fourmi argentée certaines compétences pour creuser et modeler le sable. Donc pour la fourmi argentée, la capacité à manipuler le sable est vraiment essentielle parce qu'elles doivent creuser des chambres souterraines. Pour ce faire, elles ramènent des boulettes de sable humide de l'intérieur vers l'extérieur. Et elles ont en fait des pièces buccales qui sont très longues. Et ça permet de maintenir cette boulette de sable qui est alors jetée à l'extérieur. Ces longues mandibules sont en outre recouvertes de poils adhésifs qui permettent de bien maintenir les boulettes de sable. Il faut aussi entretenir l'entrée du nid parce que cette entrée se bouche de sable. Et donc elles ont une adaptation comportementale qui est unique, qui est d'employer les pattes avant pour chasser le sable. Les fourmis argentées se sont complètement adaptées aux conditions désertiques. Leur survie dépend du soleil et des dunes de sable. Mais sous l'action de la chaleur, le sol peut devenir aussi dur que de la roche. Ce désert de pierre est totalement invivable pour la fourmi argentée. La vallée de la mort est le deuxième endroit le plus chaud de la planète. Cette région désertique de l'État de Californie est protégée par une chaîne de montagnes dépassant les 4000 mètres d'altitude. Lorsqu'il arrive de l'autre côté des montagnes, l'air a perdu toute son humidité. Sa température peut alors monter jusqu'à 57 degrés et dépasser les 93 degrés au sol. Don Sada est l'un des rares scientifiques à s'aventurer dans cette fournaise. Il y a 2000 ans, cette vallée était recouverte d'un lac salé. Ce lac a aujourd'hui totalement disparu. Seule subsiste une épaisse croûte de sel. Dans un endroit aussi aride et désolé, où la vie peut-elle bien trouver refuge? Ici, à Badwater, des escargots vivent près de cette source. Ils survivent uniquement sous cette croûte de sel. On les trouve seulement ici, au fond de la vallée de la mort, associés à cette croûte de sel. Le sel est d'habitude particulièrement nocif pour les escargots. Mais il s'agit ici d'une espèce parfaitement adaptée à ce micro-écosystème. Cet escargot se nourrit d'une algue qui pousse uniquement sous cette croûte de sel. Pour survivre dans un milieu aussi corrosif, son organisme sécrète un liquide visqueux qui le protège de la brûlure du sel.
Mais pourquoi ces escargots sont-ils tous agglutinés ici? En été, alors que la température au sol atteint 100 degrés, elle est seulement de 55 degrés sous la croûte de sel. On trouve les escargots uniquement sur le côté est de la source, là où l'eau est plus fraîche. Elle provient par infiltration des montagnes qui sont derrière nous. Cette eau fraîche permet aux escargots de s'épanouir. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les sources sont nombreuses et variées dans la vallée de la mort. Elles sont devenues l'ultime refuge des pupfish. Jadis, ces poissons s'ébattaient dans un gigantesque lac. Il y a un peu plus de 10 000 ans, le lac s'est retiré et les pupfish survivants se sont retrouvés isolés dans des sources dont la température et la salinité varient considérablement. Don Sada est en route vers l'une des sources les plus inhospitalières de la vallée de la mort, dans laquelle vit l'espèce de pupfish la plus résistante du monde. Leurs ancêtres survivaient et vivaient dans des estuaires où le niveau de l'eau, la température et la teneur en oxygène changent quotidiennement. Un milieu très hostile. Leurs ancêtres étaient donc déjà capables de vivre dans des conditions difficiles lorsqu'ils sont arrivés dans la vallée de la mort, il y a des millions d'années. Ils avaient en effet une préadaptation pour supporter les milieux extrêmes. Aujourd'hui, ils ont développé de nouvelles adaptations pour survivre à des environnements bien plus rudes que ceux des estuaires. C'est pour ces raisons qu'ils sont capables de vivre et de s'épanouir dans la vallée de la mort. Cette variété de pupfish supporte des eaux dont les températures varient de 4 degrés en hiver à 45 degrés en été. Pour supporter un tel écart de température, les cellules de leur organisme fabriquent une protéine dite de choc thermique. C'est un environnement très dur pour les pupfish. La concentration en sel est 2 fois supérieure à celle des océans. La température de l'eau est de 40 degrés et elle contient très peu d'oxygène. C'est un environnement extrême, même pour les pupfish. Il n'y a que très peu d'espèces qui peuvent occuper ce genre de milieu. Et lorsque le niveau d'eau baisse, leurs conditions de vie peuvent devenir encore plus précaires. Oh, regardez ça! Une flaque isolée pleine de poissons. Ils se sont concentrés ici à cause de l'évaporation de l'eau en amont et en aval de la source. Je n'avais jamais vu ça. Il doit y avoir des milliers de poissons ici. Ils seront morts dans quelques jours. Pour ne pas se faire piéger, les pupfish doivent remonter le mince filet d'eau jusqu'à sa source. Beaucoup périront au cours de cette course contre la montre. Mais les survivants repeupleront la source dès l'année suivante grâce à leur capacité à se reproduire rapidement et en grand nombre. Pour moi, c'est une expérience hors du commun de voir la vie s'organiser dans un environnement aussi hostile. Le désert est chaud et sec, mais tout est une question d'eau dans le désert. Si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de vie. Vous n'avez rien à part de la pierre. Vous n'avez pas les formes sculptées des montagnes.
L'eau structure tout dans le désert. Il y a des milliers d'années, ce sont des sources d'eau chaude liées à une activité volcanique qui ont sculpté ces roches calcaires appelées travertins. Dans un autre État américain au cœur du parc de Yellowstone, on peut assister en direct à la naissance de ces formations calcaires. On recense ici plus de 200 geysers et 10 000 sources d'eau chaude. Dans certaines d'entre elles, la température peut atteindre les 100 degrés. Le parc de Yellowstone est en fait un gigantesque volcan effondré sur lui-même. Yellowstone présente l'un des écosystèmes les plus riches et les mieux protégés des États-Unis. Mais la lave continue à s'accumuler à 10 km de profondeur. Lorsque les eaux des rivières et des ruissellements s'enfoncent dans le sol par infiltration, elles chauffent et jaillissent sous forme de geysers. Cette eau est non seulement bouillante, mais aussi très toxique, puisqu'elle se charge de soufre ou de mercure lorsqu'elle remonte à travers les roches. Le microbiologiste Gil Gizet s'intéresse aux zygogoniums. Cette algue concentre énormément de mercure, un poison très toxique. Or, elle est à la base d'une étonnante chaîne alimentaire. Là, nous avons donc un tapis d'algues dans une eau très acide, aux alentours d'un pH de 2, ce qui est la même acidité que celle du vinaigre. Je dois donc mettre ces genouillères pour protéger mes vêtements. Un jour, je les ai oubliés. Vous pouvez voir le résultat. Les touffes de zygogonium sont composées d'algues filamenteuses qui abritent divers micro-organismes, comme les organismes unicellulaires, les microalgues et des bactéries. Ces bactéries concentrent le mercure contenu dans les touffes d'algues. Ce milieu aux limites de la vie est pourtant le berceau de la larve de la mouche soldat. Les mouches adultes pondent leurs œufs dans le zygogonium. Cette algue protège les œufs des prédateurs et fournit aussi une bonne source de nourriture. En se nourrissant directement du zygogonium, les larves de mouches ingèrent donc aussi du mercure. Habituellement, les matières toxiques comme le mercure se transmettent tout au long de la chaîne alimentaire et leur taux augmente de maillon en maillon. Oh, regardez ça! Un insecte prédateur qui se nourrit des larves de mouches soldats. Nous pensons que la concentration de mercure devrait être plus importante dans le corps de cet insecte que dans celui de la larve. Avec une telle concentration de mercure, tous les animaux dépendants du zygogonium devraient s'intoxiquer et mourir rapidement. Contre toute attente, le taux de mercure contenu dans le corps de ce prédateur est tout à fait infime.
Les larves de mouches, qui sont le premier maillon de cette chaîne alimentaire, auraient-elles trouvé une parade contre ce poison? Ah, en voilà une assez grande. Elle doit faire approximativement 3,5 cm. Elle devrait se transformer en mouche adulte d'ici 2 jours. Quel genre d'adaptation leur permet donc de rendre le mercure inoffensif? Ce sont les intestins de la larve de mouche soldat. C'est ici qu'il doit y avoir des bactéries qui détoxifient le mercure absorbé en mangeant les algues. Nous pensons que ces bactéries sont les mêmes que celles que l'on trouve dans la nature, qui transforment le mercure toxique en une forme moins toxique. Et il est donc possible que ces larves digèrent ces bactéries qui n'ont pas de problème pour survivre dans leur intestin et que ces bactéries les aident à chasser le mercure de leur organisme. Ainsi, elles ne l'accumulent pas en trop grande quantité dans leurs tissus. Les larves de mouches ont donc su tirer parti des micro-organismes présents dans les eaux toxiques de Yellowstone. Le parc de Yellowstone se transforme alors même que nous parlons. Des nouvelles sources d'eau chaude se forment. Des nouvelles réactions chimiques se produisent dans l'eau. Et les micro-organismes qui s'y trouvent doivent s'adapter ou bien ils meurent. À partir d'une certaine température, seules les bactéries sont capables de résister. Ce sont elles qui donnent naissance à d'étonnantes palettes de couleurs. Ces couleurs sont donc révélatrices de la présence de micro-organismes thermophiles, c'est-à-dire ne pouvant vivre qu'entre 45 et 70 degrés. Qu'est-ce qu'on a, John? Un pH de 3,5 et une température de 72. C'est typique de ces sources d'acide sulfurique. Les biologistes Tim McDermott et John Varley étudient le mode de vie de ces micro-organismes. Il ne faudrait pas tomber dedans. Non, mais il y a des bactéries thermophiles qui y vivent et qui se plaisent dans cet environnement. Elles se sentent vraiment chez elles. Dans un endroit comme Yellowstone, les gens peuvent voir les microbes. D'habitude, les microbes sont si petits qu'il faut un microscope pour les observer. Mais ici, ils sont si nombreux qu'ils forment carrément des tapis. Pour se rendre compte du nombre de bactéries présentes dans un de ces tapis, faisons un détour à l'intérieur de notre bouche et intéressons-nous à la plaque dentaire. Notre plaque dentaire est constituée de milliers de bactéries qui se regroupent pour former de véritables agglomérats. À une autre échelle, ce sont donc des millions, voire des milliards de bactéries qui forment les tapis bactériens de Yellowstone. Bien souvent, les visiteurs du parc, lorsqu'ils voient ces couleurs, pensent qu'il s'agit de pierres. Ils ne réalisent pas que ce sont en fait des bactéries vivantes. On a un tapis bien épais, de plusieurs centimètres. Ces tapis mettent assez longtemps à se reformer. Pour refermer complètement le trou que l'on voit là, ça peut prendre des semaines, voire des mois, juste pour que ces deux bords se rejoignent. Dans d'autres sources d'eau chaude, cela va beaucoup plus vite. Ils se régénèrent en 1 ou 2 jours. Cette régénération est en fait le résultat d'un mécanisme complexe.
Pour former un tapis microbien, les bactéries se fixent sur un support. Elles se hérissent ensuite de poils moléculaires qui favorisent leur agglutination. Enfin, les bactéries se reproduisent et se multiplient jusqu'à former un agglomérat compact plus ou moins épais. Ça doit faire facilement 4 ou 5 cm. Regarde ces couleurs. Elles vont du marron foncé en haut au vert. Et on a aussi ce joli rose dans la couche la plus basse. Pour s'assembler, ces organismes s'ordonnent en fonction de leur tolérance ou de leur préférence à la lumière, au soleil. Ces couleurs distinctes correspondent à différents pigments qui capturent eux-mêmes différentes ondes lumineuses. C'est pour cela que les couleurs changent au fur et à mesure que l'on remonte. Par exemple, ce pigment orange protège les cellules des bactéries contre les UV. Ces bactéries préfèrent les fortes conditions d'ensoleillement contrairement à celles de la couche verte, que l'on trouve dans les couches les plus basses. Plus la lumière est forte et plus les pigments sont colorés. Un peu comme notre peau qui fonce sous l'effet du soleil. Ces tapis microbiens sont un délice pour les mouches de Yellowstone. Ils leur assurent aussi une protection contre leurs prédateurs. Enfin, presque tous. Pour se nourrir, l'araignée loup n'hésite pas à braver des eaux bouillantes. Mais seuls les plus robustes survivront à cette épreuve. La température de l'eau est aussi sélective pour les micro-organismes. La couleur verte de cette source provient des organismes qui y vivent. Ils possèdent de la chlorophylle, un pigment captant l'énergie lumineuse. Au-delà de 72 degrés, la photosynthèse devient impossible. Dans la seconde source visible à droite, la température s'élève à 80 degrés. L'eau est rouge, car elle contient un autre type de micro-organisme. Les différences de température représentent donc de véritables frontières pour la vie microscopique. Les surprenantes couleurs sur les bords des sources les plus chaudes sont en fait le résultat d'un étonnant mécanisme biologique, la chimiosynthèse. La différence entre la photosynthèse et la chimiosynthèse réside essentiellement dans la source d'énergie. On sait que les arbres, les plantes, les herbes utilisent le soleil comme source d'énergie, alors que les bactéries qui ont évolué vers la chimiosynthèse utilisent les minéraux comme source d'énergie. L'arsenic, le fer, le soufre, l'hydrogène sulfuré, l'hydrogène sont tous d'importantes sources d'énergie pour les bactéries. Et Yellowstone est un endroit incroyable pour observer ce type de bactéries pratiquer ce type de métabolisme. Certaines bactéries arrivent encore à se procurer de l'énergie dans l'endroit le plus inattendu du parc, les profondeurs du lac de Yellowstone. Grâce aux sources d'eau chaude, le lac de Yellowstone est en fait un véritable oasis de vie. Les cratères qui tapissent le fond du lac de Yellowstone sont des cratères de sources d'eau chaude que l'on appelle cheminées hydrothermales. Ils ressemblent fortement aux fumeurs noirs des profondeurs océaniques que l'on trouve dans la majeure partie des océans. C'est en effet au fond des océans qu'il faut chercher les sources les plus chaudes de la planète. Leur température peut atteindre 400 degrés.
Ces sources hydrothermales se forment sur les dorsales océaniques, à l'endroit où les plaques continentales s'écartent. À plusieurs milliers de mètres de profondeur, l'eau de mer s'infiltre dans ces failles et se réchauffe rapidement à l'approche du magma. Elles jaillissent alors sous forme de fumerolles. Nous allons rejoindre l'Atalante, un navire scientifique de l'Ifremer qui effectue une mission d'étude des sources hydrothermales. Ce bâtiment est un véritable laboratoire flottant. À son bord, la microbiologiste Marianne Combon-Bonavita s'apprête à effectuer une descente vers les abysses. Et ici, tout du long, il y a tout un tas de petits reliefs, des petites choses qui pourraient être des cheminées. Elle prend place à bord du Nautile, un petit sous-marin de poche capable de descendre jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Le Nautile et son équipage s'enfoncent peu à peu dans la nuit permanente des grands fonds. La descente va durer près de 2 heures. Pour s'orienter dans cette obscurité, les animaux des abysses produisent leur propre lumière. À 4000 mètres de profondeur, l'obscurité est totale. Et sans lumière, pas de photosynthèse. Ce sont donc les minéraux qui sont le point de départ d'un écosystème dont la richesse ne cesse de surprendre les scientifiques. En fait, il y a une forte biomasse au niveau des sources hydrothermales. On les a même appelées des oasis de vie quand ils ont été découverts en 1977. Parce qu'en fait, il y a toute une chaîne alimentaire spécialisée basée sur la chimiosynthèse. La chimiosynthèse utilise la chimie des sources hydrothermales, donc des volcans, qui émettent des composés comme de l'hydrogène, du méthane, de l'hydrogène sulfuré. Et les micro-organismes utilisent ces produits-là pour fabriquer de la matière organique et en retour nourrir des animaux et toute une faune qui se développe autour de ces sources de façon concentrique. Certains de ces micro-organismes ne peuvent vivre qu'à plus de 80 degrés. Les scientifiques ont même observé des micro-organismes de ce type capables de se reproduire à 113 degrés. Dans de telles conditions, les bactéries laissent place à des organismes plus évolués, les archées. Donc ce sont des organismes très évolués qui ont des systèmes d'adaptation, tant au niveau de leur membrane, qui est fluide uniquement à haute température. Vous les mettez à 60 degrés, ils sont comme congelés. Toute leur machinerie cellulaire, les protéines, les enzymes sont adaptées à la haute température. Elles ont des replis différents et leur ADN est surprotégé de manière à être stable à haute température. Donc c'est vraiment des organismes évolués et parfaitement adaptés à ces conditions. Certaines sources hydrothermales rejettent de l'hydrogène sulfuré, un composé mortel pour la plupart des animaux. Pourtant, des vers semblent parfaitement à l'aise dans cet environnement hostile. Leurs branchies rouges baignent dans les fluides chauds. Elles y puisent l'hydrogène sulfuré. Son système digestif est remplacé par une sorte de poche contenant des micro-organismes. Il transforme l'hydrogène sulfuré en matière organique dont le ver se nourrit. Tous vivent en parfaite symbiose.
Grâce aux bras articulés du nautile, l'équipe a pu prélever quelques spécimens aussitôt apportés au laboratoire. En fait, je vais en faire un. Je pense que c'est la même crevette qu'on a partout. On a différents stades, on a des petits, on a des adultes. Les crevettes sont les animaux les plus fréquemment observés aux abords des sources hydrothermales. L'une d'elles, reconnaissable à sa tête boursouflée, retient tout particulièrement l'attention des scientifiques. La crevette hydrothermale Rimicaris, il y a à la fois une symbiose au niveau de la tête avec plusieurs types de bactéries qui sont capables d'utiliser soit le méthane, soit l'hydrogène sulfuré, soit le fer pour fournir de la matière organique. Et elle a aussi tout un tas de micro-organismes dans le système digestif qui permettent probablement de fournir de la matière organique à la crevette. Et la crevette, en échange, vit en permanence dans un mélange entre l'eau de mer et les fluides, de manière à alimenter les bactéries qu'elle possède. Les scientifiques commencent tout juste à comprendre comment s'organise la vie autour des sources hydrothermales. À chaque nouvelle campagne à la mer, on a des nouvelles espèces découvertes au niveau des sources hydrothermales, tout simplement parce que ce sont des habitats séparés les uns des autres. Entre deux sources hydrothermales, il y a plusieurs kilomètres, voire centaines de kilomètres. Et donc la vie s'est adaptée à chaque source hydrothermale. Il y a tout un tas de nouvelles espèces qui sont découvertes chaque année au niveau de ces environnements extrêmes. La vie sur Terre serait-elle apparue près de ces sources hydrothermales? Cette hypothèse fait encore débat au sein de la communauté scientifique. Mais la découverte d'organismes adaptés aux eaux très chaudes et utilisant les minéraux comme source d'énergie a complètement bouleversé notre connaissance du vivant. Au point qu'aujourd'hui, certains scientifiques envisagent que la vie ait pu se développer même sur les planètes les plus inhospitalières. Les extrémophiles des milieux chauds repoussent donc les limites de la vie, mais aussi celles de nos connaissances.